On va pouvoir commencer. Tout le monde est arrivé. Est-ce qu'on a du monde en ligne? Pour info, on a du présentiel aujourd'hui, mais aussi on a du distanciel, sachant que c'est capté, diffusé en live sur YouTube et diffusé dans 3 autres établissements. Donc bonjour, je m'appelle Christophe, donc je vais vous accompagner là pendant l'heure et demie à suivre pour animer cette rencontre avec quatre professionnels. Alors, petit message, j'ai validé un petit peu avec Alexandre et Cédric le principe. Là, pour les personnes qui vont prendre la parole, on a convenu en fin de compte qu'on puisse baisser le masque. Et dès qu'on a fini de parler, on remet le masque. Sachant qu'avec le micro, c'est pas facile. Et en termes de reprise de respiration, c'est pas facile non plus. D'accord ? Voilà, ça fait du bien. Et je pense que vous m'entendez mieux. On a un meilleur son. Voilà. Donc oui, ce que je vous disais, je m'appelle Christophe. Je vais vous accompagner pendant à peu près les 2 heures à venir. Je vais être accompagné ce matin d'Anne-Claire Lenoir, de Sébastien Andrieux, François Coville et Eric Brisoil. Ils vont prendre le temps tout à l'heure de se présenter leur entreprise, leur activité et un petit peu leur quotidien. En introduction, ce que je vais vous demander, sachant que pendant la matinée, il y a 3 temps sur lesquels on va vous solliciter. Donc là, ça va vous faire plaisir parce qu'on va vous demander d'utiliser votre portable. C'est assez rare, j'imagine, habituellement, à l'école, en cours. Donc, ce que je vais vous demander, c'est tester un petit peu comment vous vous sentez ce matin avec une petite température. L'idée, c'est pas derrière qu'on explique pourquoi c'est pluie, pourquoi c'est nuage et soleil, mais que vous puissiez en fin de compte vous approprier l'outil, parce qu'on s'en servira un petit peu tout à l'heure. D'accord ? Est-ce que tout le monde a pu se connecter ? Tout le monde a bien pigé, menti.com. On saisit le code 14 47 39 54 et automatiquement vous arrivez en fin de compte à cette première question. Tout à l'heure, lorsque je vais basculer sur les autres questions, automatiquement, vous aurez un petit bouton qui apparaîtra sur votre écran qui vous demandera de passer à la slide suivante. Ok, donc on peut peut-être faire un petit tour de table de météo pour chacun d'entre vous. L'idée, c'est, on fera la présentation tout à l'heure, mais voilà, comment vous vous sentez, Anne-Claire? Est-ce que tu peux nous dire, c'est plutôt soleil, plutôt nuage et soleil? Oui. Oui, pour moi, c'est plutôt le soleil ce matin. Il y a peut-être une petite brume matinale, le temps de se mettre en route et d'être bien réveillé. Mais voilà, c'est grand soleil. Ok, merci Anne-Claire. François? Soleil, moi aussi. Moi, très content d'être là, très content de rencontrer tout ce jeune public. Et puis voilà, la vie est belle, même si elle est un peu compliquée en ce moment depuis 1 an, mais tout va bien. Merci François. Sébastien? Non, Eric, pardon. Oui, bonjour. Ça marche. Oui, bonjour. Très content aussi d'être là, effectivement. Soleil, bien évidemment. Et puis, ça pourrait être mieux, mais on va faire soleil, quoi. On va positiver. Oui, positivons. Sébastien? Moi aussi, c'est un grand soleil. Si on commence la journée par être négatif, commençons par le grand soleil, 8 heures. En plus, il faisait beau ce matin, donc allons-y pour cette petite journée. Ok, super. C'est bon pour tout le monde? On verra tout à l'heure, on verra si nos jeunes aussi à distance dans les autres établissements de Notre-Dame, le Mini-Mur et également l'établissement d'Auray, Ploërmel, auront pu participer. De toute façon, ils ont, vous me confirmez, Cédric, Alexandre, ils ont les éléments visuels et de connexion. On ne va pas pouvoir avoir l'information, est-ce que ça vient d'ici du présentiel ou du distanciel, mais bon voilà, on va considérer qu'eux participent également en distanciel. En tout cas, merci. Merci. Ok, je vois que pour tout le monde, tout le monde est dans de bonnes conditions pour ce matin. On va pouvoir commencer. La demande initiale de cette rencontre, c'est de pouvoir échanger ensemble sur la notion de savoir-être en entreprise. Donc on va faire un petit focus dans un second temps. Dans un premier temps, je vais laisser la parole à nos invités. Parce que pour échanger autour de ce qu'est le savoir-être en entreprise, c'est intéressant aussi que vous sachiez quelles sont les personnes qui sont en face de vous, quel type d'activité, quel est leur parcours, et ça vous permettra aussi de comprendre leurs propos par la suite sur la notion du savoir-être. Donc je vais laisser la parole à Anne-Claire qui va se présenter, qui va présenter son activité, son parcours. Allez, à toi de jouer, Anne-Claire.
Merci. Eh bien, écoutez, je suis ravie d'être là ce matin. Voilà, pour commencer, vous voyez, je suis une femme. Je suis également une épouse, une mère. J'habite à Vannes et j'ai 49 ans. Je suis formatrice depuis une vingtaine d'années et également une professionnelle de l'accompagnement. Pour vous parler de mon parcours, je pourrais commencer en vous disant comment, à 21 ans, je suis devenue responsable de magasin dans la grande distribution, où j'aurais pu aussi vous expliquer comment, quelques années plus tard, je suis devenue formatrice dans une enseigne de la grande distribution spécialisée au sein d'un service ressources humaines. J'ai choisi plutôt de vous raconter une histoire. Alors cette histoire, c'est l'histoire d'une petite fille. Cette petite fille, elle a 8 ans. Elle habite dans un petit village du nord de la France. Elle va à l'école dans ce village. Et c'est aussi l'histoire de sa maman. Alors, un jour, alors que cette petite fille est en CE2, sa maman est conviée à un entretien par la maîtresse. Jusque-là, rien que de très banal. Cette maman arrive à l'entretien, s'installe en face de la maîtresse, et puis, vous savez, quand on rentre et on s'installe dans une école primaire, il y a des toutes petites chaises, des toutes petites tables, et la maman s'installe, et elle a l'impression de devenir elle aussi toute petite face à cette maîtresse. Et donc la maîtresse lui parle de, en effet, sa fille. Et elle lui dit, voilà, je ne sais pas quoi faire avec votre fille. Votre fille est feignante. Alors, évidemment, vous l'aurez compris, cette maman est complètement désemparée. Plein de questionnements face à cette situation. Et elle dit à la maîtresse, écoutez, je pense qu'il y a d'autres clés d'explication et qu'il y a des solutions à mettre en place. En tout cas, cette maman, elle était fort désemparée, avec plein de questions dans la tête. Évidemment, cette maman, c'est moi. Cette situation, elle se passe en 2012. Et c'est ce qui m'a permis, et en tant que maman, et aussi en tant que professionnelle, de me mettre en mouvement, de me mettre en action. Ça a été un vrai moteur d'action. À l'époque, j'étais formatrice dans un centre de formation d'apprentis, un grand centre de formation dans le nord de la France. Et j'avais tous les jours en face de moi des jeunes comme vous, des jeunes de bac professionnel, des jeunes qui étudiaient en BTS également, des demandeurs d'emploi. Et souvent, je m'étais rendu compte que ces jeunes aussi n'aimaient pas beaucoup l'école. Ils avaient choisi la voie de l'apprentissage, commencé à travailler pour que ce soit concret, pour s'investir dans une entreprise. Ils étaient aussi tout à fait conscients de l'importance de faire des études et de réussir. Et donc, je me suis mis en mouvement. Et puis, ça a été le démarrage d'un chemin. Sur mon chemin, il y a souvent des livres. Il y a un premier livre que j'ai trouvé dans la librairie de ma ville, qui s'appelait « La revanche des nuls en orthographe ». Et ça a été une rencontre derrière avec l'auteur de ce livre. Et j'ai choisi de me former et devenir un coach en orthographe. C'est à cette époque-là, en 2013, que je me suis installée en indépendante. Et j'ai continué une activité salariée d'un côté et puis une activité en indépendant. Et ce chemin de formation, je le poursuis jusqu'à ce jour, puisque il y a un deuxième livre très très important pour moi qui s'appelle « Apprendre autrement avec la pédagogie positive », qui m'a offert des clés de compréhension sur comment on apprend, comment on peut réussir en utilisant toutes ces ressources, puisque chaque jeune a des ressources, il a des talents, et c'est ça, moi, qui m'importe d'activer, d'aller chercher. Alors sur chemin de formation, je me suis passionnée pour la facilitation visuelle. C'est quoi la facilitation visuelle? Eh ben, c'est utiliser la couleur, le dessin et les mots pour pouvoir transformer des écrits,
des cours par exemple, mais aussi préparer une intervention par exemple. Christophe me faisait noter tout à l'heure, bah, tiens, c'est rigolo ta présentation, on aurait pu la projeter, puisqu'en fait j'ai préparé mon intervention de ce matin avec des post-it et des petits dessins. Voilà, donc c'est une manière différente de transformer les écrits pour que ce soit plus pertinent, plus impactant et que ça aide aussi à la mémorisation. Depuis 2018, je suis revenue à Vannes après un parcours en France. Voilà, c'est une ville de cœur pour moi, Vannes. Je m'y suis installée de manière bien ancrée et définitive. J'ai l'intention, après une vingtaine d'années à bouger en France, de rester ici. J'avais vécu à Vannes dans le passé. Voilà. Aujourd'hui, je suis installée comme coach scolaire et familial. J'accompagne les jeunes, mais aussi les adultes, dans deux grandes dimensions. La dimension de l'apprentissage, comment apprendre à apprendre, comment mobiliser ses ressources pour se mettre en mouvement, pour réussir. Également, plus récemment, je me suis formée aussi grâce à la découverte d'un livre et d'un auteur qui s'appelle Isabelle Servan, qui a écrit différents ouvrages sur l'orientation, auprès de laquelle je me suis aussi formée. J'accompagne également aujourd'hui les jeunes sur la question de trouver sa voie, trouver son chemin pour là aussi réussir sa vie, s'épanouir dans les choix que l'on va faire. Il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a que des choix qui doivent être éclairés en fonction de qui on est, de ce qui nous anime, nous passionne, nos talents, nos forces sur lesquelles on peut s'appuyer pour se projeter vers l'avenir et réussir. Voilà, je fais également du soutien à la parentalité sous différents formats, là aussi en individuel auprès des parents des jeunes que j'accompagne. Je suis également investie dans une association qui s'appelle Relais Jeunes 56, sur lequel on anime avec toute une équipe des ateliers collectifs de soutien à la parentalité autour de apprivoiser ses émotions, des devoirs positifs pour ce qui me concerne. Voilà. Et puis j'ai eu la chance cette année de mettre en place la formation des délégués de classe du lycée Notre-Dame de Ménimur, qui avait une demande. Avec l'association Relais Jeunes 56, nous sommes intervenus donc sur 2 jours au mois d'octobre sur qu'est-ce que c'est être délégué de classe dans un établissement et comment on peut s'impliquer, quelles sont ses missions, comment on peut s'investir au sein de l'établissement pour créer une dynamique positive au sein de la classe, mais aussi au sein de l'établissement. Peut-être certains d'entre vous sont délégués de classe. Et puis on est retourné là en janvier, fin janvier, pour un point d'étape. C'était une demande des jeunes de pouvoir faire le point. Donc là, c'était plus par rapport à leur mission de délégué de classe, de faire le point de leur vécu, leur ressenti, ce qu'ils avaient pu mettre en œuvre, les difficultés qu'ils avaient rencontrées, et d'ouvrir cet espace de parole. Voilà. Merci de votre écoute. Et puis je passe la parole à l'un de mes collègues. Merci Anne-Claire, une belle présentation. Sébastien, je te laisse la parole. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je m'appelle Sébastien Andrieux. Moi, je suis très content de revenir ici à Saint-Paul. J'ai vécu de belles années lycéennes ici. C'était dans les années de mémoire 88 à 92. Alors, effectivement, j'ai fait 4 ans. Bon, voilà, une petite réorientation au niveau du lycée. Donc voilà, j'ai 49 ans. Moi, je suis issu de parents commerçants du secteur, du pays vantais. J'ai 49 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, j'ai une fille qui est ici en première. J'ai fait, après on va dire mon baccalauréat, je suis parti en Angleterre. Voilà, je me suis dit, bah tiens, je suis nul en anglais, je dis, je vais faire un tour en Angleterre. Donc j'ai pris ma petite valise et je suis parti du côté de Londres, apprendre l'anglais, fréquenter quelques pubs de temps en temps, et puis travailler, voilà, être indépendant pendant une année.
Suite à ça, mon orientation, je ne savais pas trop quoi faire, mais je travaillais quand même l'été dans le transport de marchandises. Donc je chargeais les camions chez TFE sur les quais. Et je me suis dit, tiens, il y a un secteur qui me plaît plutôt bien, ça bouge pas mal, c'est l'exploitation. C'est-à-dire gérer les autocars, gérer plutôt les poids lourds à l'époque, faire le chargement, le rechargement, tout organiser l'entreprise au niveau opérationnel. Et donc j'ai postulé sur différents IUT, notamment Quimper en gestion logistique et transport, à Saint-Nazaire aussi et sur Bordeaux. Donc suite à mon année en Angleterre, donc j'ai été pris dans les 3 établissements. Donc j'étais le plus près possible de Vannes parce que j'aime bien aussi le secteur vannetais. C'est compliqué à quitter une fois qu'on est installé sur Vannes d'aller un peu plus loin. Donc j'étais à Quimper pour faire mon DUT gestion logistique et transport. Suite à ça, à l'époque il y avait l'armée. Donc on était obligé d'aller faire un petit tour pendant 10 mois au niveau du service militaire. Donc j'étais à Ourtin, exactement. Alors j'avais un petit piston pour aller à l'ANBIOE, mais en fin de compte, je me suis retrouvé à Rochefort-sur-Mer. Donc voilà, le piston n'a pas trop fonctionné. Il y a pire. Ouais, il y a pire. Ouais. Il y a La Rochelle à côté, donc c'était pas mal. Voilà. Donc je vais essayer de faire court parce qu'autrement je vais prendre beaucoup de temps à la parole. Non, mais tu es dans le timing, c'est bien. Donc ensuite, donc j'ai commencé ensuite l'armée. J'ai été dans le transport de marchandises. Donc j'ai eu mon premier poste à la STG à Noyelles-sur-Vilaine. C'est une grande boîte d'entreprise familiale. Et j'ai effectivement fait mes premières armes dans l'exploitation, où là, on travaillait pour l'abattoir des centres Leclerc à Kermenay, à Coulinet, dans le 22. Et on chargeait l'ensemble des camions remorques et on livrait les centres Leclerc sur l'ensemble de la France. Donc voilà, c'est un système de camions remorques, tout à organiser entre le chargement et le retour en fret, retrouver du fret pour le retour, voilà. Par la suite, j'ai voulu aller voir un petit peu, parce que je suis une nature assez curieuse, aller voir de l'autre côté, c'est-à-dire du chargeur, l'agroalimentaire, voir comment lui, côté client, il organisait son transport. Donc j'ai été à la Cana, une grosse coopérative du côté d'Ancenis, au niveau du service transport. Donc je m'occupais également de l'ensemble du chargement pour la volaille, pour les grandes surfaces. Et voilà. L'agroalimentaire m'a permis aussi de faire mes armes, mais et là je me suis dit tiens, je vais postuler à un endroit que je connais pas du tout. Puis ma femme cherchait du travail à l'époque, et je me dis tiens, je vais postuler au concours de la SNCF. Tiens, et puis, hop, j'ai eu le concours de la SNCF. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc je suis parti à Paris pendant 1 an et demi en formation, où je suis passé cadre à la SNCF. Donc je m'occupais, on va dire, vous savez, vous avez un petit train sur un quand vous êtes petit, vous jouez avec un thermostat à faire passer votre train, les faire aller à droite, à gauche. Je faisais exactement la même chose, mais en vrai, au niveau de la régulation sur Paris-Nord. Donc voilà, on jouait au train toute la journée en faisant passer les trains à gauche, à droite, les TGV en priorité. Il fallait qu'ils soient vraiment à l'heure. Enfin, on jouait, il y avait quand même une sacrée responsabilité. Ah oui, c'est une grosse responsabilité, parce que la SNCF a vraiment une procédure sécuritaire très 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 importante et une boucle humaine. Enfin, c'est-à-dire qu'aucun problème humain peut pallier à la sécurité. Il y a toujours une boucle de rebouclage. Donc voilà. Alors ensuite, je suis passé 3 ans, 4 ans à la SNCF et je me suis dit Paris c'est bien, mais la Bretagne me manque. Donc voilà. Et donc là, on en reviendra sur le savoir-être tout à l'heure en entreprise, comme quoi les contacts au cours de sa carrière, au travers des stages qu'on a au sein des différents études qu'on a, c'est important d'avoir des contacts. À l'époque, je vous ai pas dit ce que je faisais d'ailleurs. Je suis. Non, mais tu allais y venir. Ouais, j'allais y venir. Donc voilà, moi je suis directeur de la CTM, Compagnie de Transport du Morbihan, donc à Vannes. C'est une entreprise de 300 personnes. On est 250 poids lourds. Mais c'est des autocars et transports de voyageurs, des bus, des cars. Je pense que certains d'entre vous ont dû le prendre ce matin, ou le prendront peut-être vendredi si vous êtes des internes. Donc voilà, je gère cette entreprise depuis janvier 2015. Mais juste là, je vais revenir au préalable sur mon parcours. Donc voilà, comme quoi c'est important d'avoir des contacts, parce que moi j'étais à la SNCF et un samedi matin, je suis venu voir mes parents de temps en temps sur Vannes. Et j'ai croisé le directeur de la CTM à l'époque, qui s'appelait Monsieur Stéphane, et il m'a dit tiens Sébastien, qu'est-ce que tu fais actuellement sur le marché? Et il m'a dit je lui ai dit écoutez, moi je suis à la SNCF,
Je dis par contre, si vous trouvez un boulot pour moi pour revenir ici, je suis preneur. Et il m'a dit, bah, Sébastien, tu viens me voir la semaine prochaine. Et 15 jours après, je donnais la démission à la SNCF et j'intégrais la SCTM, donc au niveau de Carniole, et je repassais de cadre à agent de maîtrise, donc c'est-à-dire que moi je revenais dans le centre sur Vannes, mais par contre je me suis donné un petit challenge, c'est-à-dire que je me suis dit tiens, je vais pas viser directement le poste de cadre où j'étais actuellement, je me suis redit je vais revenir sur un niveau inférieur et on va voir ce qui se passe. Ensuite, donc voilà, donc j'ai été agent de maîtrise. On m'a donné le poste de responsable d'exploitation au niveau de Vannes. On m'a dit bah tiens, je ne devais pas faire trop mal mon boulot puisque j'étais en plus responsable d'exploitation de Vannes, plus de Pontivy, puisqu'on a un dépôt sur Pontivy. Ensuite, j'ai pris l'ensemble de la direction d'exploitation de l'ensemble de la Bretagne. Et en janvier 2015, on m'a donné le poste de directeur de la CTM pour l'ensemble du groupe Transdev sur le Morbihan. Alors j'en reviens, donc on est une entreprise de 22 millions de chiffre d'affaires. On travaille beaucoup avec les collectivités, donc des marchés publics et des contrats en délégation de services publics pour assurer le transport. On est présent sur l'ensemble de la Bretagne, ça j'ai déjà dit. On a différents services, on a effectivement des conducteurs, hein, c'est une grosse masse salariale, donc gestion des conducteurs. On a aussi des ateliers, c'est-à-dire qu'on doit maintenir nos poids lourds. On a 250 cartes grises de poids lourds à 125 000, 130 000 euros la bête. Donc vous voyez un petit peu l'investissement. Quand tu parles de poids lourds, tu parles de cars. Ouais, pour moi c'est les cars. Hein. Oui. Le poids lourd, c'est avec non, les mais essieux. pour les incultes comme moi, c'est des poids lourds. Donc autocars et bus. Donc des mécaniciens poids lourds, et aussi on a tout ce qui est structure, hein, service RH, service études et méthodes, ceux qui organisent l'ensemble du transport, les horaires, le service marketing, voilà, on fait. Malheureusement, j'ai un service pour l'instant depuis 1 an qui fonctionne très 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 mal, c'est le service tourisme. Donc j'ai quand même des personnes en activité partielle. Donc là, je mettrais ça quand on est un peu plus côté pluie là. Donc voilà, j'ai des cars qui sont dans la cour depuis maintenant 1 an avec des loyers importants, des investissements importants. Et là, le modèle économique n'y est plus. Hein, donc c'est très très compliqué pour ces services. Voilà, pour résumer un petit peu mon parcours. J'ai pas pris trop le temps là. Voilà. Non, c'est parfait. Voilà. Merci Sébastien. Beau parcours. Ah, merci. Merci. François, à toi. Je finis ma bouchée. Pardon. Bonjour à toutes et à tous. Bah, je vais commencer, oui, effectivement, par la fin de où je suis aujourd'hui. Moi, je suis chef d'entreprise, qui s'appelle TPC Ouest, qui est dans les travaux publics. Alors moi, mon entreprise réalise des réseaux d'eau et d'assainissement. Donc, quand vous tournez le robinet chez vous, bah, l'eau, elle arrive par des tuyaux. On les pose sous la route, vous ne les voyez pas parce qu'ils sont posés. Et puis, quand vous tirez la chasse d'eau chez vous, ça repart par d'autres tuyaux qui vont jusqu'à la station d'épuration. Vous ne voyez pas les tuyaux non plus, mais c'est nous qui les posons, sous les routes. Voilà mon métier. Donc, une entreprise indépendante. Hein, j'en suis le seul et unique actionnaire. Et c'est une entreprise de 85 salariés qui œuvre sur le Morbihan et sur le Finistère. J'ai une agence à côté de Brest, à Guipava. Une entreprise que j'ai montée il y a maintenant 15 ans. Je vais revenir au début maintenant. Comment j'en suis arrivé là ? Comme vous, j'ai été au lycée. J'ai eu mon bac, c'était en 83 je crois. Alors j'ai eu mon bac à l'époque, je pense que j'étais feignant. Mais la feignantise n'existe pas, je pense. La feignantise, c'est qu'une question d'intérêt. C'est quand on n'a pas trouvé sa voie ou quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, on est feignant. En fait, on n'est pas intéressé. Alors moi, j'ai eu mon bac quand même, j'étais en classe C. C à l'époque, c'était l'ancêtre du S, donc scientifique. Mais à l'époque, je pensais plus à la voile, à faire du bateau et à faire autre chose, à jouer au billard que mon bac. Mais j'avais des parents qui poussaient derrière, donc j'ai quand même eu mon bac. Je l'ai eu au rattrapage à 1 point. Vous voyez, je l'ai eu vraiment de justesse, mais je suis passé. Donc il a fallu que je continue parce que j'avais prévu sinon d'aller vivre une autre vie, d'aller effectivement faire moniteur de voile. J'étais déjà moniteur de voile à l'époque et faire autre chose. J'ai eu mon bac, donc j'ai continué. Donc on m'a inscrit dans une prépa. J'ai fait une prépa technologique. Et puis à force finalement de m'intéresser au sujet, j'ai fait une école d'ingénieur. J'ai fait les arts et métiers. Et puis j'ai découvert mon métier en dernière année. Je ne savais pas ce que j'allais faire encore. Un métier technique, c'est sûr, parce que j'ai plutôt des prédispositions pour le technique, c'est sûr. Et j'ai découvert mon métier, les travaux publics, en dernière année d'école d'ingénieur, par des copains qui avaient intégré l'année d'avant des entreprises de travaux publics, notamment des grandes entreprises comme Bouygues,
à l'époque. J'étais intéressé par l'acte de construire et par le fait de réaliser quelque chose. Donc j'ai découvert ça et je suis rentré dans les travaux publics. À l'époque, j'étais en région parisienne, donc dans la partie routière où on construit les routes. C'était dans les années, ça devait être en 90. Après mon armée aussi, hein, j'ai fait aussi mon année d'armée à l'époque dans la marine nationale. Mais moi j'ai fait ça à Paris dans un bureau. Voilà. Donc c'était la marine à terre. J'ai commencé dans une grande entreprise, dans le groupe Bouygues, mais dans les filiales routières, en région parisienne, pour laquelle j'ai œuvré pendant 8 ans, où j'ai gravi les échelons. J'ai commencé comme conducteur de travaux. Conducteur de travaux, c'est celui qui organise les chantiers que vous voyez sur les routes ou ailleurs. Et puis je suis devenu responsable, jusqu'à être responsable d'exploitation d'une grosse agence parisienne, où j'avais une dizaine de conducteurs de travaux avec moi, et où j'ai la chance de réaliser quelques beaux chantiers comme le parvis du Stade de France, une piste d'aéroport à Roissy, un bouclage d'autoroute aussi autour de Paris. Voilà, des grands chantiers. Et puis, à un moment donné, mais j'ai un caractère peut-être un peu indépendant et un peu d'autonomie qui m'a beaucoup aidé dans mon métier, parce que ce sont des métiers où il faut beaucoup d'autonomie. Mais à un moment donné, je voulais aussi voir un peu autre chose. Et ce qu'on me proposait comme évolution... et les strates supérieures qui deviennent dans des grandes entreprises de plus en plus politiques m'intéressent un peu moins. Je voulais rester très pragmatique. Donc je suis parti dans la poubelle. Je suis parti 2 ans ramasser les poubelles. Un tout autre métier, donc la gestion de la collecte des ordures ménagères. Donc ça c'est un autre sujet. Quand vous mettez votre poubelle dehors, le lendemain matin c'est bizarre, elle est plus là, elle est vide. En fait il y a des gens qui sont passés le matin dans la nuit, qui l'ont ramassée, qui l'ont ramenée au centre d'enfouissement ou au centre de traitement. Donc moi je faisais ce métier-là, donc dans une grosse agence, une grosse PME en région parisienne, et j'ai découvert la vie d'une PME. Je venais d'un groupe où j'ai très bien fermé, j'ai découvert la vie d'une PME, une grosse PME, il y avait quand même 500-600 personnes, et moi j'avais 300 personnes sous ma responsabilité. Pareil, une centaine ou 150 de cartes grises de poids lourds qui ramassaient les poubelles en région parisienne. Un métier passionnant, mais alors éreintant, parce que ça démarre à 5h le matin, ça finit... avec votre délégué syndical dans le bureau jusqu'à minuit le soir. Ça bosse le samedi, ça bosse le dimanche. Il n'y a pas de vacances parce que même pendant l'été, effectivement, les poubelles, vous continuez à la poser sur le trottoir et continuent à disparaître. Donc il y a des gens qui assurent le service. Donc c'est un métier de service continu et qui est effectivement, quand vous êtes aux manettes de ça, c'est particulièrement éreintant parce qu'il n'y a pas de temps mort. J'ai fait ça pendant 2 ans et au bout de 2 ans... J'ai décidé effectivement d'arrêter parce que c'était un peu trop dur de faire autre chose. Je suis parti, j'ai fait 1 an à ce moment-là, un peu de transition, où je suis parti dans les Balkans au Kosovo. Alors, oui, je me baladais un peu dans des pays un peu bizarres. À l'époque, ça sortait juste de la guerre et c'était... là-bas, il y avait le monde entier parce que toutes les armées du monde étaient là-bas. Et moi, je faisais de la gestion de base vie et je faisais de la gestion de supply management pour les armées. Donc, je lavais les chaussettes des militaires, en fait. On allait récupérer leurs chaussettes, leurs vêtements, et on les lavait. On avait une laverie industrielle. Et puis, on faisait aussi des contrats d'entretien pour les armées. Et on faisait aussi du rapatriement. La connexion, c'est qu'on faisait des rapatriements de déchets techniques aussi pour l'armée française qui étaient là-bas. Donc, leurs huiles, leurs pneus, plutôt que de les enterrer sur place, on les ramenait pour les traiter correctement. Un métier passionnant aussi dans un pays où il y avait tout à construire, il n'y avait plus d'administration, il n'y avait plus rien, donc vous étiez totalement libre, les taxes n'existaient pas, mais il fallait tout faire, mais il fallait tout mettre en route, tout faire fonctionner. Mais compliqué parce que c'est pas un pays où vous irez en vacances, c'est pas un pays très agréable. Moi à l'époque j'avais déjà 4 enfants, donc la famille évidemment était restée en France. C'est pas un lieu où vous emmenez votre famille. Et à cette époque-là, moi je suis originaire quand même de la région. On m'a appelé et on m'a proposé un poste à Auray. Alors, moi, ma mère est native d'Auray, c'est mon pays d'origine. Toutes mes vacances, je les passe sur la presqu'île de Quiberon. Et un jour, on m'a appelé, on m'a dit François, est-ce que tu voudrais pas venir prendre un poste à Auray? Je dis vous vous foutez de moi là. Voilà. Et en fait, non, j'ai récupéré. Donc je suis revenu dans mes premiers amours de travaux publics et je suis revenu dans un grand groupe aussi, puisque filiale du groupe Bouygues aussi, c'est la SOR, et donc une filiale de la SOR, donc vous connaissez peut-être parce que c'est l'entreprise qui gère l'eau, une bonne partie de l'eau dans la région. Et donc j'ai pris la direction de l'entreprise 6TP à l'époque, qui était à Auray, qui est la filiale travaux qui fait des canalisations, ce que je fais aujourd'hui, sur Auray. Voilà. Donc je suis arrivé ici en 2001, je suis revenu et j'étais le patron de cette entreprise-là pendant 4 ans. Et puis au bout de 4 ans, mes velléités d'indépendance et d'autonomie m'ont repris un peu. Je ne me voyais pas aller au-dessus. J'avais un patron qui me cassait un peu les pieds, qui m'expliquait ce qu'il fallait que je fasse alors qu'il n'y connaissait rien.
Et donc je me suis dit, je ne vais pas rester ici pendant les 20 prochaines années. Il me restait encore, voilà, j'avais que 40 ans, donc je me dis encore 20, 25 ans. Je ne vais pas serrer les fesses pendant 25 ans avec un patron. Je ne suis pas toujours d'accord, je ne vais pas faire. Donc je me suis mis un coup de pied aux fesses. Et je suis parti, je me suis dit, je vais essayer de monter mon propre business. Mais je ne l'avais pas quand je suis parti. Et puis j'ai cherché. Puis ça s'est fait. J'étais à peine parti de ma boîte qu'on m'a appelé. Tiens, François, tu veux pas venir avec moi? Je cherche quelqu'un pour mon entreprise pour m'aider. Je dis, écoute, moi je cherche tout quelque chose à monter et je veux pas. Donc si tu cherches un associé, pourquoi pas? Un salarié, non. Alors, au début, il m'a dit non. Et puis finalement, il m'a dit, oui, pourquoi pas? Il m'a rappelé 15 jours plus tard. Allez, j'ai besoin de toi. Et en fait, j'ai monté mon entreprise avec un autre professionnel à l'époque qui avait cette entreprise qu'il avait récupérée de ses parents. J'ai repris un petit bout de son activité, une quinzaine de personnes à l'époque. On était tous les deux associés, mais au bout d'un an, lui, dans son autre entreprise, était plutôt en difficulté. Donc je lui ai racheté ses parts déjà tout de suite au bout d'un an. Je suis devenu indépendant au bout d'un an. Donc c'était il y a 15 ans et j'ai monté mon entreprise au fur et à mesure. Je l'ai développée. Donc on est parti de 15 personnes, on est 85 aujourd'hui. Et je continue à développer cette entreprise sur la Bretagne avec mes salariés. Voilà comment je suis arrivé là. Et puis comme ça ne suffit pas et comme j'ai besoin aussi d'avancer et de bouger, je fais aussi d'autres activités parallèles connexes. Alors je suis très impliqué dans certains milieux. Alors, dans le sportif, je suis vice-président du rugby club de Vannes, du club de Vannes que vous connaissez peut-être, parce que j'ai aussi un passé de rugbyman. Un sujet passionnant aussi parce qu'on a tout construit depuis 5 ans dans ce club professionnel-là. Donc encore des choses à faire. Je suis aussi président de la Fédération des travaux publics de Bretagne. Je fais un certain nombre de... Je rends et je veux rendre aussi à la société ce qu'elle m'a donné, ce que j'étais capable de construire avec elle. Donc je participe beaucoup. Je suis très, très impliqué dans des sujets et des projets d'équipe où on est plusieurs à travailler. J'aime beaucoup ça. Voilà mon petit parcours. Je suis aussi effectivement père de 5 enfants. Je suis marié. J'habite à Vannes et voilà. Puis je suis très bien ici et le soleil est au beau fixe. Super. Bravo. Quelle vie. Eric, je te laisse la parole. Merci. Non, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, alors, je vais faire comme François. Je vais vous dire là où j'en suis aujourd'hui et comment je suis parvenu. Là aussi, l'armée a un rôle. Je suis avocat. J'y reviendrai, mais mon rôle aujourd'hui, je suis avocat spécialiste dans une matière qui s'appelle le droit fiscal. C'est passionnant, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, comment je suis arrivé là? J'avais aucune prédisposition. Je viens d'un milieu rural, mes parents étaient agriculteurs, je n'avais pas connaissance du monde de l'entreprise, c'est quelque chose de totalement inconnu pour moi à l'origine. En fait, et je suis... originaire, moi, j'y habite toujours d'ailleurs, une commune morbihanaise qui s'appelle Plouay. Et pour ceux qui font du vélo, ça parle un petit peu. Et donc, alors j'ai commencé des études de droit après mon bac STMG aujourd'hui, je crois, quelque chose comme ça. C'était G à l'époque, dans un lycée qui s'appelle le LICES à Quimper. C'était, je vous mets à l'aise, c'était la série Poubelle à l'époque du lycée. Ensuite, donc, je voulais être commissaire de police. Donc, les études de droit permettaient de passer le concours de commissaire de police. Et d'aucuns peuvent dire aujourd'hui que je voulais être flic et je suis devenu voyou. On parlera tout à l'heure du métier d'avocat peut-être. La vie a fait que donc j'ai passé mon bac à Quimper. Je suis venu en fac de droit à Vannes, où j'ai passé 2 ans. Je suis allé faire mon service militaire. J'étais aussi pistonné, comme toi, Sébastien, pour rentrer à l'NBWay. Et le piston a tellement bien marché qu'au lieu d'avoir la marine, moi j'ai eu le régiment d'infanterie à Compiègne. Donc le piston, quand il s'est lâché, il m'a lâché complètement. Donc j'ai à Compiègne, et pour la petite histoire, sachez que l'espérance de vie du régiment en cas de conflit, c'était 2 minutes. Donc c'était bien aussi. Donc, toujours est-il que... Alors, pourquoi j'ai choisi le métier? Parce que je suis avocat aujourd'hui, mais à l'époque, il existait un métier qui s'appelait conseil juridique et fiscal. Ce métier a disparu au 1er janvier 1992, mais à l'époque, il existait. Et en fait, je raconte toujours cela à mes enfants et à mes petits-enfants, parce que je suis beaucoup plus âgé que vous. Et donc... ce métier que je ne connaissais pas,
comment dirais-je, ma pratique du droit et la façon dont les enseignants que j'ai eus à la fac m'ont présenté le monde de l'entreprise a fait que j'ai été attiré par cette activité. Et c'est en fait en me baladant à Compiègne, c'est quand vous êtes militaire, vous êtes dans la journée bloqué et le soir, de temps à autre, on vous lâche et on vous permet d'aller vous balader dans la ville. J'y suis repassé cet été, ça faisait 40 ans que j'étais pas passé, plus de 40 ans que j'y étais pas passé. Ça fait tout drôle. Et donc je suis passé, et en discutant avec mes collègues, en me disant qu'est-ce qu'on va faire nous en sortant de ce service militaire, et je suis passé devant une plaque, et c'était écrit Conseil juridique et fiscal. Et j'ai dit, je me souviens très bien d'avoir dit ce jour-là, je ferai ce métier-là. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Alors, je ne sais pas pourquoi ni comment, mais c'est comme cela. Donc, ça c'est... Alors, je suis revenu, hein, j'ai repris, donc après mon DUG, j'ai repris mes études, donc je suis reparti en fac de droit, donc en licence et en maîtrise. J'ai répondu à une annonce qui figurait dans l'ascenseur de la fac de droit à Rennes à l'époque. Recherche conseil jeune, conseil juridique et fiscal. J'ai répondu, j'ai été retenu. Ça ne s'est pas très bien passé parce qu'au bout d'1 an et demi, on me demandait d'aller voir ailleurs. C'est comme ça. Et donc, quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, ma première fille est arrivée. Et donc, je me suis beaucoup occupé pendant cette période d'inactivité, beaucoup occupé de ma fille. Et la chance a voulu que un jour, j'ai répondu à différentes annonces et j'ai été sollicité par un cabinet. Et donc, je me suis rendu à un rendez-vous parce qu'il recherchait quelqu'un, mais il recherche quelqu'un pour dans 3 jours, quoi. Et je leur ai dit, écoutez, vous êtes gentils, mais c'est pas facile. Et comme on recrute quelqu'un, alors on se situe à l'époque en 1985, hein, donc je ne vais pas hier matin non plus. Effectivement, on me pose des questions techniques. Et j'ai clairement dit tout de suite, j'ai dit, écoutez, je suis désolé, mais moi ça fait 6 mois que ce que je sais faire, c'est changer la couche d'une petite fille. Donc si vous me demandez comment le faire, ça je peux vous répondre. Sur la fiscalité et sur le droit, je suis un peu sec sur la matière. Donc en fait, j'ai quand même été embauché, hein, je me mets à l'aise, puisque je remplaçais quelqu'un qui partait quasiment quelques jours plus tard. Et cette personne m'a confié ses dossiers, je vous dirai en quoi consiste mon métier après, m'a confié ses dossiers en me disant, je l'ai vu en tout et pour tout 5 minutes, et il m'a dit, mes dossiers sont dans le placard, tu t'en débrouilles, moi je pars. Donc c'est de la transmission efficace. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça. Donc je suis resté 2 ans à La Roche-sur-Yon et après je suis revenu à Quimper où j'ai bossé pendant 20 ans, 22 ans. Et il y a 12 ans maintenant, on m'a demandé de prendre la direction d'un cabinet, du cabinet à Vannes. Et donc je suis aujourd'hui donc avocat, donc directeur du bureau FIDAL Vannes-Lorient. À l'époque, il y avait 2 avocats. Aujourd'hui, nous sommes 12, puisqu'on a racheté 2 autres cabinets entre-temps. Et donc, nous sommes aujourd'hui une équipe de 22 personnes, donc 12 avocats et juristes, et une dizaine d'assistantes. Le métier est beaucoup plus linéaire que celui de mes prédécesseurs. Par contre, quand on parle de savoir-être et de savoir-faire, c'est quoi mon métier aujourd'hui? Mon métier aujourd'hui, il n'a strictement rien à voir avec ce que je faisais il y a maintenant plus de 35 ans. À l'époque, on me demandait d'être un technicien du droit, d'appliquer des règles, ou en tout cas de les conseiller à nos clients. Aujourd'hui, avec la fonction de management, la partie technique représente à peu près 2/3 de mon activité. Et la partie management de l'équipe représente 1/3. C'est-à-dire qu'en fait, cette évolution a fait que, effectivement, et quand vous managez des avocats, c'est pas toujours facile. C'est une certaine personnalité, parce que pour faire ce métier, il faut une certaine personnalité. C'est un petit peu de la négociation au quotidien, quoi. Ouais, non, c'est surtout d'apporter avec soi tout le monde, de faire adhérer tout le monde à un projet, parce qu'en fait, quand on a racheté un premier cabinet, alors particularité, quand je suis arrivé à Vannes, je vous dis, on était 3 avocats, donc on a un peu grossi depuis.
Quand on a racheté le premier cabinet, je voulais absolument que l'équipe présente adhère au projet. Donc il fallait les faire adhérer. Étaient-ils partants, partisans, pour grossir un petit peu? Ça a été exactement la même chose pour le cabinet qu'on a racheté au mois de juillet dernier. Donc aujourd'hui, on a adhéré tous ensemble parce que on a un métier effectivement où les personnalités, on a un métier où, avec des personnalités fortes. Et honnêtement, si vous ne faites pas adhérer les gens à votre projet, ça ne marchera pas. Je dirais faire avancer à la schlag, si vous me permettez l'expression, ça ne marche pas. Donc ça, c'est la partie management et c'est la partie, puisque je fais partie à un cabinet, nous sommes 1250 avocats. C'est le cabinet FIDAL, donc je l'ai dit. Donc 1250 avocats répartis sur le territoire national, un peu plus de 80 cabinets répartis sur tout le territoire national. Notre activité, c'est quoi? Nous sommes des conseils avant tout. Alors, il y a des avocats plaidants, des avocats qui effectivement jouent des effets de manche, pas beaucoup chez nous, hein, mais il y en a. Mais des gens qui plaident dans différentes institutions, différentes juridictions. Et il y a des avocats conseils. Et moi, particulièrement, mon métier, c'est d'être le conseil de mes clients dans les phases de croissance, dans les phases de cession, dans les phases de transmission, dans les phases déclaratives, etc., etc. Donc, c'est être à l'écoute des clients. Et c'est l'essentiel de mon métier aujourd'hui, c'est d'être à l'écoute des clients. Et donc, d'essayer de trouver des solutions techniques. Mais quand un client vient vous voir, en règle générale, vous êtes avocat, en tout cas c'est ce qui est écrit sur la plaque ou sur la carte, et il considère que vous avez la technique. Ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut entendre, c'est ce que veut le client. Et ça, c'est pas toujours très facile. Cette partie est très très intéressante, et c'est ce que j'aime dans ce métier, c'est justement le contact, la relation, le savoir-être, à la fois avec mes équipes, à la fois avec des équipes où vous avez des avocats, avec de fortes personnalités, des personnes un petit peu plus faibles, qui ont plus d'appétence vers autre chose, et des assistants qui sont d'une façon différente, mais aussi des clients, qui sont des gens, comme ceux que vous avez là, tous les trois, qui ont créé leur entreprise, qui ont développé leur affaire, qui n'ont pas forcément la maîtrise du droit qui est la mienne, a priori en tout cas. Mais moi, je ne connais pas leur métier, or il faut que je comprenne leur métier. Et c'est aussi l'intérêt, c'est donc aspect important de mon métier à mon sens, que ce soit dans le management ou que ce soit dans l'exercice de mon activité, je le dis toujours, c'est écouter. Écouter, c'est le point important. Voilà, rapidement fait. Ok. En tout cas, de beaux témoignages variés, sachant que du coup on a des profils très très différents aujourd'hui. Moi je retiens en fin de compte une expérience riche, des choix d'études en fin de compte qui vous ont amené vers différents horizons. À part peut-être pour toi, Eric, le droit qui a été un petit peu plus linéaire, mais enfin voilà, avec une expérience aussi riche. On a vu aussi que chacun a pu avoir des expériences très diverses et variées, avec systématiquement la volonté d'être acteur de sa vie, de ne pas forcément subir son activité professionnelle, d'aller de l'avant. En tout cas, c'est vraiment de très très beaux témoignages qui vous montrent aussi un petit peu ce qui vous attend dans les années à venir. Et je trouve ça voilà, super. En tout cas, merci pour ces témoignages. Vous pourrez, en fin de compte, dans un second temps, poser des questions sur la vie de nos invités. Si vous avez des questions à leur poser sur leur parcours ou quoi que ce soit, on y reviendra tout à l'heure. On vous donnera, en fin de compte, la main pour interpeller nos invités. Je souhaitais dorénavant évoquer avec vous et avec nos invités le thème qui nous rejoint ce matin, qui est le savoir-être en entreprise. Donc avant de vous demander de participer, de travailler un petit peu, pour vous réveiller un peu peut-être, voilà, je voulais remettre les choses au point sur la définition de ce qu'est le savoir-être. C'est important qu'on ait une définition commune du savoir-être pour pouvoir en fin de compte avancer. Alors là, du coup, je vais relire un petit peu mes notes, mettre mes lunettes. Voilà. Alors, définissons tout d'abord le savoir-être. Il
correspond à la capacité d'agir et de réagir de façon adaptée à notre environnement, humain comme écologique. Dans le monde du travail, c'est donc savoir trouver le bon comportement en entreprise, avec des clients, avec ses collègues ou ses supérieurs. Il est important de noter que le savoir-être est indissociable des savoirs et du savoir-faire. Ce sont en effet trois notions qui se complètent. Le savoir, c'est ce que nous savons, nos compétences théoriques. Le savoir-faire, c'est ce que nous savons faire, nos compétences pratiques, opérationnelles. Et enfin, le savoir-être correspond à ce que nous sommes, à nos compétences relationnelles. Ces notions se complètent et ont une influence les unes sur les autres. On parle également d'intelligence comportementale, de soft skills, compétences douces ou encore d'intelligence émotionnelle. Sur le sujet de l'intelligence émotionnelle, on en a discuté. C'est un terme qu'on a évoqué au téléphone. Tu peux peut-être rebondir en fin de compte sur cette approche. Oui, merci Christophe. Alors sur le thème du savoir-être, on parle aujourd'hui des soft skills, c'est-à-dire les compétences douces. Et je voulais rebondir sur ce sujet parce que je pense que sur l'intelligence émotionnelle, c'est dans mon activité aujourd'hui ce que je mets souvent en œuvre. Tout à l'heure, on a parlé de l'écoute. L'écoute de mes clients, c'est essentiel pour comprendre quelle est leur demande et puis comment je vais pouvoir les aider. Je m'attache aussi à créer des relations, une dynamique positive dans les relations que j'ai avec mes clients, les jeunes, les adultes, mais aussi mes partenaires de travail. Une notion auquel je suis aussi très attachée, c'est la notion de bienveillance. Alors la bienveillance, parfois, on a tendance dans nos sociétés à dire « oh là là, c'est un peu le monde des bisounours, la bienveillance ». Et moi, j'y suis vraiment fondamentalement attachée parce que je pense que c'est un levier qui permet de créer une relation positive. Et j'attache la bienveillance avec l'exigence. C'est-à-dire que pour moi, les deux sont connectés. Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on se met en mouvement. Et puis, une autre notion sur l'intelligence émotionnelle auquel je suis également attachée, c'est le droit à l'erreur. C'est-à-dire que dans la vie professionnelle, on peut se tromper. On apprend tous de nos erreurs. On grandit avec ça. Ok, avant de vous faire réagir, Sébastien, François, Eric, sur ces différents thèmes et sur ces différents termes qu'on vient d'évoquer, je vais vous demander en fin de compte de reprendre vos téléphones et de décrire sur votre téléphone. Alors vous pouvez peut-être échanger par groupe de 2-3. Ceux qui sont en distanciel également, pourquoi pas, n'hésitez pas à échanger. Je vais vous laisser en fin de compte, 2-3 minutes. Vous me direz un petit peu où vous en êtes. Si vous pouvez nous décrire pour vous, en 3 mots, ce qu'est le savoir-être. D'accord ? En fonction de vos retours, on va voir en fin de compte que vos saisies vont apparaître à l'écran, dès que vous aurez validé les éléments. Ça va nous permettre en fin de compte de rebondir sur vos propositions. Donc je vous invite à nous faire vos propositions sur votre définition du savoir-être en 3 mots. Allez-y. C'est bon, vous avez à l'écran les 3 champs sur lesquels saisir les éléments ? Ok, très bien. On a des premiers retours d'ores et déjà. Alors tout à l'heure, on a vu au niveau de la météo, on était en fin de compte à 110 personnes ayant intervenu, d'accord ? Donc ce qui veut dire qu'en distanciel, l'outil fonctionne bien. Alors je ne sais pas si on aura autant de réponses sur nos mots-clés. En tout cas, 7 retours pour l'instant. On va vous laisser travailler, ça va être sympa. Alors bien évidemment, plus on a de mots qui sont saisis, plus ces mots vont apparaître en grand et en typo relativement grasse. Donc là, on a deux éléments qui ressortent un peu plus, le respect, la bienveillance. La bienveillance, ça rejoint ce que tu disais, Claire. Et on a pas mal de contenu, 67 retours, 69, ça monte. Super.
une belle dynamique sur l'outil. En tout cas, super, ça va nous donner du contenu pour évoquer le savoir-être avec vous. Super. Allez. Je vous donne 1 minute. Puis on va fermer en fin de compte, on va fermer un petit peu les votes. Ça nous fait un beau nuage de mots-clés tout ça. Qu'est-ce que vous en dites? Alors on va peut-être pas les lire un par un, par contre, on va peut-être pas les reprendre un par un. On a encore un peu de temps devant nous, hein. Il est 9 h, donc on a 50 minutes devant nous. Donc on a encore un peu de temps. Bon, on a quand même quelques mots-clés qui ressortent. Hein. On retrouve ce qu'on disait tout à l'heure. Respect, bienveillance, politesse, comportement. C'est intéressant. Ouais, c'est bien. Super. Allez. Hop, les votes sont terminés. 155 votes. Bravo, super. Merci en tout cas pour votre participation. Allez, on refait un petit état de ce qui ressort au niveau de vos propositions. Respect, politesse, bienveillance, comportement, écoute, connaissance. Qui ressort et qui a été relayé, comportement, bon comportement, voilà, comprendre, capacité, empathie, gentillesse. Allez, je vous laisse la main à nos invités. Est-ce que du coup ces propositions de nos 150 intervenants là, sur cette phase-là, qu'est-ce que ça vous... quelle réaction et qu'est-ce que ça vous... Oui, je pense qu'ils ont bien compris ce que c'était. Moi, dans mon entreprise, quand je recrute quelqu'un et quand je dis que la première chose qu'on dit, on recrute un savoir-être. On ne recrute pas plus qu'un savoir-faire. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps de recrutement et c'est le mot que je dis à la fin, effectivement. Donc, moi, ce sujet-là est essentiel. Le savoir-être, moi, je reprends, principalement, effectivement, c'est le comportement, en fait. C'est la capacité à interagir avec les autres de façon intelligente, la capacité à comprendre que quand on travaille, et notamment en entreprise, mais c'est vrai n'importe où ailleurs, c'est qu'on travaille en équipe et que le savoir-être, c'est effectivement accepter les règles de l'équipe, accepter la capacité de travailler avec l'ensemble du collectif pour obtenir effectivement une performance. Le savoir-faire, ça s'apprend beaucoup en entreprise, ça s'apprend beaucoup avant. Donc je veux dire, quelque part, c'est pas un problème le savoir-faire parce qu'effectivement, alors évidemment qu'il faut quand même quelques compétences, mais voilà, le sujet principal n'empêche que pour avoir de la performance, c'est avant tout effectivement le savoir-être, le savoir travailler ensemble. Une entreprise, c'est comme... Alors, bon, je suis très rugby, moi, donc je veux dire, j'aime bien ce que là, c'est un ballon de rugby, ton truc, là. Enfin, je veux dire, c'est comme une équipe de rugby où une équipe de rugby ne peut gagner que par le collectif. Et vous verrez, alors, il y a quelques noms qui ressortent, mais en général, une équipe de rugby, c'est vraiment un collectif. Et avant tout, c'est faire confiance dans celui qui est à côté sur sa capacité à faire ce qu'il a à faire. Et en entreprise, c'est exactement la même chose. Et le savoir-être, c'est aussi savoir se comporter en équipe et savoir faire confiance sur ses collègues et à tout son endroit, qu'ils fassent bien leur travail à leur endroit. Moi, je fais bien mon travail, je fais confiance dans mes collègues pour qu'ils fassent bien l'autre. Et donc, collectivement, on va y arriver, on va être performant. Moi, c'est ce que je cultive dans mon entreprise, du plus haut jusqu'au plus bas, du patron jusqu'au gars de terrain, du secrétaire ou de la secrétaire, du comptable jusqu'au géomètre. Et chacun doit faire confiance à l'autre. Et c'est ça qu'on travaille. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, sur effectivement, en face de ça, il y a l'exigence. En face de ça, il y a la bienveillance. Effectivement, le comportement, c'est la bienveillance, c'est le droit à l'erreur, c'est le droit effectivement de se tromper peut-être, mais c'est aussi, par contre, il y a de l'exigence. Et l'exigence, c'est dans la performance collective, et l'exigence, c'est de faire partie de l'équipe. Et effectivement, par contre, pour le coup, si on n'a pas le bon comportement, si on n'a pas le bon savoir-être,
de l'équipe, on s'exclut tout seul, et effectivement on s'exclut de l'équipe, et on ne peut pas travailler dans l'équipe. Voilà ce que c'est pour moi et ce que c'est le savoir-être en entreprise, primordial. Okay. Et c'est-à-dire, lorsque tu recrutes au sein de ton entreprise, tu fais davantage attention au comportement de la personne qui est en face de toi. Par exemple, sur un CV, tu vas peut-être davantage regarder ce qu'il fait à côté, son implication peut-être dans des associations, sur le sport qu'il peut faire, sur tout ce qu'il va y avoir à côté au-delà de son expérience, parce que dans certains cas, on peut avoir des candidatures où il y a peu d'expérience, peu de lignes. Enfin, voilà. Est-ce que ça a vraiment un impact dans le recrutement que tu peux faire au sein de ton entreprise ? Oui, ça a vraiment un impact. C'est vraiment ce qu'on regarde. Alors, à travers effectivement les documents qu'on peut recevoir, mais surtout après les entretiens qu'on peut avoir et la façon de se comporter. Et on interroge les gens sur ces sujets-là. On cherche. Quand je recrute un opérateur sur le chantier, ce qu'on dit, mais ce qu'on recrute avant tout, c'est d'être à l'heure le matin. C'est quand on est au boulot de travailler, de respecter, de faire de comprendre que il y a un chef de chantier, je vais faire ce qu'il me demande de faire au bon moment, et puis voilà, et puis de venir régulièrement au boulot. C'est avant tout ça. C'est aujourd'hui, c'est peut-être bête à le dire, mais c'est ce qui est le plus difficile à trouver. Mais comme c'est des travails en équipe, une équipe, ils sont 3, 4, 5 le matin. S'il en manque un qui n'est pas à l'appel et qui n'est pas à l'heure le matin, la camionnette ne peut pas démarrer, ne peut pas aller sur le chantier, tout est en retard. Donc c'est vraiment primordial. Quand on recrute sur des niveaux supérieurs, un conducteur de travaux, c'est sa capacité à organiser, sa capacité à relationner avec le client, à relationner avec les fournisseurs, c'est ses qualités humaines et sa capacité effectivement à bien négocier qui vont faire qu'il va être un bon à son poste. Voilà. Après, évidemment, qu'il faut qu'il sache compter. Après, effectivement, il faut qu'il ait un peu quelques notions techniques, mais ça, il les a appris soit avec ce qu'il a fait avant, soit on va lui apprendre sur le terrain. Mais on est très regardant sur le comportemental et la capacité vraiment à être en relation avec ses collègues et les entités extérieures. Voilà. Primordial, je le répète. Super, merci. Éric, tu souhaitais rebondir ? Oui, c'est exactement ce que disait François à l'instant. Et effectivement, moi, j'ai souvenir de ce que disait l'un de mes patrons à une époque, puisque notre cabinet est hiérarchisé. Moi, je suis responsable du Morbihan, mais à côté de ça, il y a des gens qui sont hiérarchisés, qui disaient la chose suivante. Dans la relation avec les collaborateurs, dans la relation avec nos équipes, c'est d'être exigeant, certes, mais aussi bienveillant. Parce que le droit à l'erreur, il existe, c'est clair, c'est évident. Dans un métier technique comme le nôtre, c'est pas évident. En plus, la particularité du cabinet et du choix qui a été fait par les cabinets, c'est que nous sommes tous des spécialistes de certaines matières. Moi, dans mon équipe, j'ai des spécialistes en droit fiscal, j'ai des spécialistes en droit des sociétés, j'ai des spécialistes en droit des contentieux, j'ai des spécialistes en droit contentieux général, des spécialistes en droit social, des spécialistes de l'environnement, des spécialistes de ces particularités. Parce que le droit, d'une manière générale, c'est énorme, la matière est énorme. Et donc, là aussi, ça rebondit sur ce qu'on disait. Alors, moi, je suis footeux, je ne suis pas rugbyman, je suis désolé, François. Mais pareil, c'est le même esprit d'équipe, c'est qu'on travaille ensemble. Quand on intervient chez un client, on intervient avec plusieurs matières. Sur des opérations de rachat d'entreprise ou de cession d'entreprise ou de transmission, on intervient avec spécialistes de droit des sociétés, spécialistes de droit fiscal, spécialistes de droit de l'environnement, etc., etc. Donc on travaille de la même façon en équipe. Donc c'est effectivement cette notion de bienveillance que l'on doit avoir dans l'équipe par rapport à l'autre. C'est absolument indispensable. Je rebondis sur les trois propos, je dirais le trois savoirs que tu évoquais tout à l'heure. Quand on recrute, chez nous, le savoir, il est réputé acquis. En ce sens qu'il y a une formation initiale, il y a le titre d'avocat, s'obtient passant un cursus particulier, donc il est réputé acquis. C'est aussi la vision qu'en ont nos clients. Quand on appelle un avocat, on considère que la personne a la formation. Le savoir-faire, c'est ce qu'on travaille au sein du cabinet, surtout chez les plus jeunes. Les plus anciens sont réputés avoir cette expérience, mais le savoir-faire, c'est un élément important. C'est-à-dire, c'est la capacité à appliquer la règle que l'on connaît ou les règles qui évoluent, parce que les lois, elles changent tous les ans. En matière fiscale, ça change tous les ans. Il y a la loi de finances, il y a les décisions de jurisprudence, il y a etc., etc. Et il y a le savoir-être, parce que quelque part, toute cette notion, tous ces éléments du départ, il faut les mettre en pratique. Les mettre en pratique dans le travail en équipe, le mettre en pratique chez nos clients, qui sont à l'écoute, qui sont là aussi en attente de quelque chose. On a un métier de prestation de service, c'est-à-dire que
nos prestations sont payantes, donc nos clients attendent un retour là-dessus, donc c'est extrêmement important, mais toujours dans cette notion effectivement de bienveillance et d'exigence. L'intérêt d'un cabinet comme le nôtre, c'est que quand prenons l'exemple des 12 avocats qui sont sur Vannes, en fiscaliste nous sommes 3, clairement on a chacun nos matières de spécialité, même en droit fiscal, et on se revalide entre nous 3 les points qu'on évoque. Et de la même façon, on échange. Donc, vous savez, il n'y a pas de certitude, il y a effectivement beaucoup de choses. Donc, le savoir-être dans nos métiers est un élément fondamental. Et il peut être défini comme étant effectivement la bienveillance et l'exigence. Voilà. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, François, en disant bon, les compétences techniques, on les apprend. L'entreprise a un rôle également dans l'apport et la formation de nos collaborateurs, de nos collaboratrices. Est-ce réel? C'est-à-dire que voilà, on peut dire que dans les entreprises, l'entreprise prend vraiment son rôle de formation de ses collaborateurs? Bah oui, c'est une évidence. Peu de personnes ont appris leur métier à l'école. Ils ont appris effectivement à apprendre, ou ils ont appris des principes ou un certain nombre de choses. Alors oui, quand on fait du droit avocat, on apprend un certain nombre de choses. Quand on est médecin aussi, à l'école, on apprend des sujets dans les métiers très, très, très spécialisés. Mais globalement, on apprend. Enfin, c'est les 40 ans de vie professionnelle, c'est là qu'on apprend le plus. Moi, je suis dans un métier qui n'est pas hyper technologique, qui est un métier avant tout d'organisation et de réalisation de tâches, somme toute assez simples, mais qui doivent quand même être bien exécutées. Et donc ça s'apprend. Moi, quand je suis parti dans les travaux publics, j'avais fait une école d'ingénieur qui était plutôt spécialisée dans le génie mécanique ou les choses. Donc je n'avais absolument pas touché aux travaux publics. Ça ne m'a pas empêché de faire des travaux publics. Mais les qualités qu'on me demandait, c'est effectivement une capacité à travailler, une capacité à organiser, à effectivement négocier et à comprendre effectivement l'interaction de tous les éléments sur un chantier qui sont assez complexes. Parce que vous avez vos salariés, vous avez les riverains, vous avez le client qui est souvent une puissance publique, une commune ou autre. Vous avez aussi les fournisseurs, vous avez aussi d'autres intervenants, un maître d'œuvre qui est celui qui va diriger pour le client les travaux techniques. Voilà, donc quand on est... ça, on ne l'apprend pas à l'école, ça. On l'apprend. Et là, pour le coup, c'est le savoir-être et qui on est qui fait qu'on n'y arrive pas. Le savoir-être, ce sont les qualités qu'on a et qu'on a développées à partir de qui on est, de comment on a été éduqué. C'est une question d'éducation, c'est pas une question de formation, beaucoup plus. Donc moi, effectivement, quand je regarde, encore une fois, quand je recrute aux gens aussi, je m'intéresse à qui sont les gens, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur parcours, effectivement, qu'ils soient professionnels ou extra-professionnels, parce que ça m'aide à comprendre effectivement qui ils sont. Et voilà. Et après, pour revenir sur la formation d'entreprise, oui, c'est primordial. Les entreprises forment. Elles ont besoin de collaborateurs efficaces. Elles ont besoin d'avoir des gens qui comprennent leur métier. Donc on forme tout le temps. Et je veux dire, c'est pas la partie la plus facile, mais c'est quand même la partie parce que l'entreprise, elle connaît son métier, elle sait ce qu'elle a besoin, donc elle va inculquer ses savoir-faire. Voilà. Le plus compliqué, c'est de trouver les savoir-être. C'est quand même des messages forts que tu dis. Hein. À l'école, on apprend à apprendre, et en entreprise, on apprend son métier. Donc c'est des messages qui sont forts. Oui, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et c'est très bien en France, l'apprentissage se développe beaucoup, et c'est une voie royale. C'est une voie qu'en entreprise on connaît depuis longtemps et qu'on privilégie, parce que l'apprentissage, c'est l'intérêt, c'est d'avoir à la fois un cursus qui est à la fois à l'école et derrière le banc à apprendre un truc, et en même temps vous commencez à faire une vie professionnelle. Et nous, moi j'ai des apprentis tous les ans, et je recrute des apprentis, et à tous les niveaux, ouvriers, techniciens, ingénieurs. Donc on peut être apprenti à tous les niveaux, et c'est pas... En France, le mot apprenti, c'était un gros mot, parce qu'à l'époque, l'apprenti, c'était celui qui n'avait pas réussi la filière générale et qui n'avait pas fait son bac, et donc on le mettait en apprentissage parce que voilà, il allait faire ouvrier. C'est tout le contraire. Je veux dire, les vrais professionnels, les vrais bons aujourd'hui, ils font de l'apprentissage. Chez moi, j'ai des apprentis à tous les niveaux, et c'est pour le coup une capacité à aller plus vite et à apprendre, parce que effectivement, vous n'arrivez pas après effectivement des années d'études et peut-être post-bac et tout, mais finalement, quand vous avez une entreprise, vous apercevez que finalement, vous ne connaissez pas grand-chose finalement, et que
c'est là que ça démarre. Donc tout ça pour démystifier, pour ceux qui veulent faire de l'apprentissage, allez-y. C'est très très bien, dans tous les métiers. Hein. Et aujourd'hui, c'est vraiment une belle filière. Et oui, l'entreprise forme, évidemment. C'est même ça, on va dire, sa première vocation, quoi. Et dans le transport de personnes, du coup, Sébastien. Alors François et Eric, ils ont déjà dit pas mal de choses hein, en termes de gestion RH au niveau entreprise. Moi, je vais revenir sur le comportement. Effectivement, le recrutement, moi, je trouve ça de plus en plus compliqué hein, à l'heure actuelle. Moi, je vais vous expliquer juste quelque chose. Je suis dans le transport de voyageurs. Le comportement doit être axé vis-à-vis, on parle de clients dans les entreprises privées, c'est-à-dire que sans clients, sans personne, alors moi j'ai deux types de clients, hein, j'ai les usagers, j'aime pas trop ce mot, c'est un peu titre SNCF, usagers, non, je préfère des clients qui utilisent le transport public. Si on n'a personne dans les cars et les bus, le modèle économique du transport collectif s'écroule. J'ai une autre partie des clients, c'est les collectivités. C'est-à-dire que je dois aussi satisfaire le cahier des charges que la collectivité me transmet contractuellement. Donc voilà. Donc moi, en tant que je suis en entreprise, je dois trouver et fédérer un certain nombre de salariés pour être toujours dans ce même objectif, c'est de satisfaire mes clients, mes deux clients, usagers et collectivités. Fédérer, effectivement, je rejoins, on n'est pas tout seul, hein. Il n'y a pas que le directeur dans l'entreprise. On a besoin, moi j'ai besoin de conducteurs, j'en ai besoin de 250 hein, dans le Morbihan tous les matins. Alors quand je dis 250, c'est-à-dire que 250 conducteurs qui soient à l'heure au départ à la prise de service, ponctuelle. Si vous avez un décalage de 10 minutes, un car qui ne part pas, 10 minutes, avec le système de correspondance, enfin je vais vous parler de vos correspondances sur Charles de Gaulle, sur Le Sage, en termes de navettes pour les établissements scolaires, vous mettez 50, 100 gamins, ou 100 gamins, excuse-moi, c'est un peu péjoratif, plutôt 100 étudiants ou élèves au collège qui seront à l'heure aux établissements scolaires. Donc là, on n'a pas satisfait les personnes qui utilisent le transport collectif. Mais j'ai aussi le directeur d'établissement ou la CPE qui a appelé l'entreprise, qui va nous dire pourquoi le car n'était pas à l'heure. Enfin voilà. Donc nous, notre métier, c'est vraiment faire du recrutement, avoir un savoir-être, être responsable au sein de l'entreprise, c'est-à-dire être ponctuel. Moi, la ponctualité à tous les niveaux. Moi, même en tant que directeur, quand je vais à une réunion, je me dois d'être ponctuel et de montrer l'exemple à l'ensemble de salariés. Il y a un devoir d'exemplarité aussi. Donc voilà. Alors effectivement, le recrutement, c'est quelque chose de très compliqué. On a des échanges en termes de recrutement avec des candidats. Et des fois, la sélection, elle est un petit peu compliquée parce que des fois, on se trompe. Voilà, on se trompe sur le candidat. On trouve que voilà, il a fait de bonne impression en termes de pendant son entretien, ses tests. Et puis au bout d'un mois, 2 mois, on voit que l'envie n'est pas là. Parce que moi, je pense que dans le savoir-être, il y a aussi l'envie de participer collectivement à une entreprise, l'envie de bien faire et l'envie de satisfaire toujours le client et de progresser au sein de l'entreprise aussi. Donc voilà. Alors. Deuxième sujet, c'est effectivement la place de l'apprentissage au sein de l'entreprise. Alors moi, je te rejoins, hein, François. Là-dessus, les entreprises doivent ouvrir leurs portes à l'ensemble des étudiants et des étudiants pour pouvoir progresser. Le savoir-faire, ça se construit dans l'entreprise. De mon côté, j'ai en général entre 5 et 6 contrats pro, on dit. Hein, voilà, ils sont une semaine à l'école, une semaine à l'entreprise. Alors certains chefs d'entreprise disent ouais, mais moi pendant la semaine qu'ils sont pas là, qu'est-ce que je fais? Non, c'est une organisation d'entreprise. On s'organise pour leur trouver une tâche et on va dire les former au sein de l'entreprise pour les faire monter en compétences pour justement à la fin de leurs études pour pouvoir les récupérer et les faire travailler au sein de l'entreprise. C'est-à-dire, on va dire, les formater, on va dire, à notre technique et nos outils métiers d'entreprise. Donc voilà, moi je suis un fort partisan pour que les entreprises prennent de plus en plus de jeunes, qu'on active la complémentarité entre les études et les actions au sein des entreprises.
Moi, j'ai de très beaux exemples de personnes que j'ai embauchées après leur contrat pro. Et des évolutions au sein de l'entreprise. Après, effectivement, on n'est pas obligé de rester toujours dans l'entreprise, mais au moins on a mis un pied dans l'entreprise et acquis du savoir-faire. Donc voilà, c'est pour ça que je rebondis entre savoir-être et savoir-faire. Donc voilà. Donc moi, c'est un petit peu ma vision de ce que j'ai. Et voilà, vous êtes, voilà, il faut. C'est une histoire collective, une entreprise. Voilà. On a besoin des conducteurs, moi j'ai besoin des mécaniciens. Les mécaniciens doivent ressortir les véhicules en temps en heure pour qu'on ait assez de poids lourds, enfin de véhicules pour faire les services. Enfin voilà, j'ai vraiment besoin de tout le monde. Moi tout seul, j'y n'y arrive pas. Voilà. C'est vrai qu'on parle souvent de travail d'équipe au sein des entreprises. Et extrapoler en fin de compte cet environnement d'entreprise, un environnement sportif, on retrouve souvent les valeurs communes entre les deux. On l'a vu tout à l'heure au niveau du rugby, on l'a vu tout à l'heure au niveau du foot. Voilà, ce parallèle, il se fait très très régulièrement aussi au niveau des entreprises. On a besoin de tout le monde dans une entreprise. Voilà. Chacun a son rôle, chacun a sa place. Si y a une place qui joue pas son rôle, automatiquement c'est l'engrenage et la machine qui s'enraye. Anne-Claire, tu souhaites peut-être compléter les propos de... Oui, alors il y a une autre notion moi, qui me semble importante et qui m'a guidée tout au long de ma carrière professionnelle, c'est aussi la responsabilité, le sens de l'engagement dans une entreprise, petite, grande. Enfin, j'ai travaillé dans des grands groupes, j'ai travaillé dans des équipes plus restreintes, et puis aujourd'hui je suis indépendante. Et en tout cas, c'est ce qui m'a toujours guidée. L'engagement dans sa mission, à côté des autres, puisque dans l'engagement, il y a aussi adhérer aux valeurs de l'entreprise dans laquelle on a choisi de travailler. Parce que pour moi, c'est important que ça puisse être un choix, même si le marché du travail est tendu et que ce n'est pas toujours si évident que ça. C'est important de faire un travail dans lequel on s'épanouit et surtout de pouvoir s'investir dans une entreprise ou dans une mission auquel on croit. Et chacun et chacune a sa pierre à l'édifice à apporter. Cette implication, elle est aussi liée à la notion de valeur, de partager des valeurs communes. Enfin, on parlait des valeurs du sport aussi. Et puis, je crois que le savoir-être, il va, au fur et à mesure, avec l'expérience, il va aussi s'affiner en fonction de, bien sûr, son éducation, mais aussi de sa personnalité. Je crois qu'un savoir-être, en effet, il est lié à ce qu'on a appris plus jeune, mais aussi à ce qu'on va apprendre tout au long de notre vie, en termes d'adaptabilité, dans les différents environnements dans lesquels on va pouvoir évoluer. Voilà, je vais conclure sur ce propos. On se rend compte en fin de compte que du coup, en étant au lycée, à l'université, on apprend des bases. Et tout au long de sa vie, on apprend un métier, ou voire plusieurs métiers. Cette notion d'apprentissage tout au long de la vie, elle est importante à intégrer d'ores et déjà. C'est-à-dire que là, vous êtes en phase d'apprentissage, mais vous le serez tout au long de votre vie. Et on le voit par les expériences partagées ici ce matin auprès de nos invités et les différents postes qu'ils ont pu occuper et les différentes fonctions qu'ils ont pu occuper. Ça a nécessité de se remettre en question, ça a nécessité de se former à de nouvelles compétences. Voilà, c'est un message qui est important. Eric, tu souhaitais peut-être conclure ? Sur cet aspect de formation tout au long de la vie, oui, parce que d'abord, je l'évoquais tout à l'heure, c'est peut-être une spécificité, mais je pense que c'est pareil pour tout le monde. La vérité, moi, que je vous dis, quand j'ai commencé ce métier il y a plus de 35 ans maintenant, je faisais un tout autre métier. J'avais pourtant le même titre. Alors certes, j'étais de conseil juridique, je suis devenu avocat, mais c'était la même chose. Mais c'était un autre métier. Et aujourd'hui, je suis persuadé, il me reste un certain nombre d'années à travailler, parce que je ne l'ai pas dit, mais j'ai 62 ans bientôt. Donc, j'en ai encore beaucoup d'années à travailler, j'espère en tout cas. Davantage chez nous, c'est la retraite, je crois que c'est 67 ou 68, alors donc on a le temps. Mais je suis persuadé que le métier que je fais aujourd'hui, ce n'est pas celui que je ferai le jour où j'arrêterai mon activité. Donc ça, c'est un point important. Ça veut dire qu'effectivement,
quand on évoquait la notion de savoir, c'est un élément important, ce sont les bases. Retenez-les comme étant les bases. Et après, on s'adapte. Il y a effectivement le savoir-faire qui s'acquiert, et c'est clair. La formation, c'est un élément important chez nous. La formation, budget formation, c'est 5% de la masse salariale du cabinet. Donc, c'est vraiment quelque chose de quotidien. Et ça ne comprend pas la formation que l'on a dans les échanges qu'on a techniquement entre les personnes. En plus, le savoir-faire, le savoir-être, il s'apprend. Il s'apprend, il s'éduque à tout moment. Les collaborateurs, quand ils arrivent avec leur cursus, leur histoire, faire travailler tous ces gens-là, c'est aussi ce qui est l'intérêt et la passion de ce métier. C'est lorsqu'on est dans le management, c'est de faire en sorte que la mayonnaise prenne, entre guillemets. Parce que chez nous, il y a un autre élément qui est de savoir, qui est un élément important. C'est bien d'avoir un savoir-faire, c'est bien de le faire savoir aussi. Ça, c'est de la communication. Alors, c'est un cliché, certes, mais c'est aussi un élément important. Parce que ce savoir-être, c'est un élément, quand vous intervenez pour le compte de votre employeur ou pour vous-même, vous êtes aussi l'image de cette entreprise. Et donc, c'est aussi l'image que vous véhiculez auprès des clients, auprès des futurs clients et auprès des fournisseurs, ou en tout cas, tout l'environnement de l'entreprise. C'est un point extrêmement important. Merci. Et bien maintenant que vous en savez un petit peu plus sur nos invités, que vous en savez un petit peu plus sur nous, notre compréhension, notre vision, lorsqu'on parle savoir-être, on a vu dans les propos qu'il est important de maîtriser ces trois notions, savoir, savoir-faire et savoir-être, qui les trois sont complémentaires et interagissent les uns sur les autres. Maintenant, à vous de travailler. On revient sur notre outil en ligne, sur notre téléphone. On a beaucoup parlé. Vous avez sans doute des interrogations, des questions à poser à nos invités. Alors, il faudra compléter un petit peu ces différentes questions. On va pouvoir les passer. Il y a 3 questions pour l'instant. Et puis, on va faire réagir nos invités par rapport à ces questions. Donc, questions que ce soit sur la notion de savoir-être, n'hésitez pas. Questions également sur le parcours de nos invités. Voilà, soyez très très libres. Et l'intérêt, c'est qu'on respecte la distanciation de Covid. On ne partage pas les micros et on a un outil interactif. Voilà. Donc, allez, 10 personnes. On va pouvoir commencer les... Alors, il nous reste en fin de compte 20 minutes ensemble. On ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions. On va commencer en fin de compte par les lister. Alors, 13 retours déjà. Alors, la première, on va la passer. Hop. Alors, du coup, comment je passe à la suivante? Attendez. Voilà, c'est comme ça. J'y suis. Hop. Alors là, du coup, j'aurais dû partir. Voilà. Un retour qui est sympa, là. Alors, hop, allez, on va faire là-dessus. C'était génial, merci. Mais merci de ce retour, ça fait toujours plaisir. C'est quoi le savoir théorique? Alors, quelqu'un veut s'y coller? Savoir théorique, c'est le savoir. Enfin, c'est la théorie d'une chose ou c'est le savoir intrinsèque. C'est la notion, c'est le premier savoir. Je veux dire, c'est 2 plus 2 font 4, quoi. Ça faut le savoir, quoi. Donc, il y a des choses comme ça. Il y a des bases. Il faut savoir. On est d'accord que le savoir, c'est le savoir théorique, c'est le savoir. Avez-vous fait un bac pro ou général? Alors, rapidement, chacun d'entre vous. Moi, j'ai fait un bac général, un bac C, bac S de l'époque, c'était le bac C. Ok, Sébastien. Moi, j'ai fait le bac poubelle, le bac G2. Comme disait Michel Sardou, je crois qu'il y avait une chanson là-dessus, le bac poubelle. Bac G. Ouais. Moi, je fais G3. Bienvenue au club. Moi, j'ai fait G3 aussi. Ouais. Anne-Claire. Et moi également, j'ai fait G3, donc voilà. STMG actuellement. Voilà. Je crois que c'est un vrai message quand même. C'est-à-dire que vous voyez, on a tous des profils complètement différents. On occupe des fonctions aussi complètement différentes. Et pour autant, ce qu'on a pu nous dire à une époque de ce bac poubelle, c'est possible de faire plein de choses, y compris avec ça. Oh là, ça s'emballe au niveau des questions. 54, on aura du mal à répondre à tout. On va essayer de passer assez vite. La tenue vestimentaire adaptée en entreprise. Allez, quelqu'un répond. Ouais. Rapidement, je dois avoir une centaine de cravates dans le placard. Je les sors plus. Oui. Donc voilà. Donc, tout évolue en fait. Ça fait partie du savoir-être. C'est effectivement, il faut que ce soit adapté à l'environnement dans lequel vous êtes. Moi, un ouvrier, il est en tenue de travail, il est avec une cote et truc. Et quand vous allez voir un client, des fois, faut être
faut savoir s'adapter à son client enfant, c'est ce qu'il va percevoir de vous. Donc voilà, il n'y a pas de règle uniforme. Hein. Oui, on est d'accord. Très bien, allez, on passe. Hop. Est-ce que vous aimez bien votre métier? Avez-vous des regrets? Donc si on peut considérer que vous êtes, avec l'expérience, hein, vous êtes en phase avec ce que vous faites à l'heure actuelle, mais bon, du coup, quelques regrets peut-être? Moi, je peux. Alors, j'ai pas de regrets, mais moi, je suis issu de fils de commerçant, et le seul regret que j'aurais peut-être eu, mais ma carrière n'est pas terminée, hein, c'est de me mettre à mon compte. Voilà, c'est de faire les choses pour moi-même. C'est le seul regret pour l'instant que j'ai au sein de l'entreprise. Là, je travaille effectivement pour un grand groupe. Voilà, mais maintenant, j'ai des responsabilités qui sont assez importantes. Voilà, donc, moi, je suis toujours curieux et envie de progresser et effectivement me mettre à mon compte. C'est des choses que j'envisage, pourquoi pas un jour. Voilà. Tu es encore jeune, hein, tu as encore quelques années devant toi. J'ai pas encore un demi-siècle, on va dire. Ouais. Merci beaucoup, c'était trop cool ce moment passé avec vous. Merci de ce retour, ça fait du bien. Comment bien se tenir lors d'un entretien? Ah, tiens, ça c'est une bonne question. Alors? Lors d'un entretien, je crois que c'est le respect. Je crois que ça a été dit, et j'insiste là-dessus, c'est effectivement le respect, c'est respecter. La personne qui vous reçoit en entretien, c'est-à-dire votre futur employeur ou responsable RH, va vous respecter. Vous devez de la même façon le respecter. Je crois que c'est d'être soi-même avant tout. C'est surtout l'essentiel, d'être soi-même, parce que de toute façon, on l'a dit très vite, hein, on s'aperçoit de la véritable personnalité de l'individu. Et rien n'est pire que le décalage entre l'image initiale et le rendu. Des choses à rajouter, non, sur les entre... Bien se tenir, c'est bien se tenir, quoi. Donc, voilà. Moi, je rejoins l'entretien. Des fois, je suis super surpris par rapport à la tenue vestimentaire d'une certaine personne. On parlait de tenue juste avant. Il y a quand même un minimum. Enfin, travaillez un peu votre entretien et travaillez vos questions et surtout vendez-vous, vendez votre savoir-faire justement. Et puis nous, on fera avec le savoir-être, on trouvera des solutions. Voilà. Faut-il beaucoup d'argent pour créer son entreprise? Alors, les créateurs? Non, mais ça dépend beaucoup des entreprises. Moi, j'ai créé mon entreprise avec 10 000 euros. Alors, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup, je sais pas, mais c'est pas grand-chose en fait. C'est même presque rien, quoi. Oui. Et après, j'ai emprunté de l'argent à la banque et puis je l'ai remboursé. Donc, pas obligatoirement. Mais aujourd'hui, celui qui voudrait reprendre mon entreprise, il faudrait qu'il mette beaucoup plus. Voilà. Donc, c'est le principe d'une entreprise, elle crée de la richesse à un moment donné. Tout à fait. Voilà. Donc, si demain. Si vous créez à partir de pas grand-chose, il ne faut pas beaucoup d'argent en général, il faut surtout beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie. Quand vous rachetez ou vous reprenez une entreprise, oui, ça peut valoir cher. Mais après, voilà, il y a des gens aussi qui vous prêtent de l'argent pour faire ça. Oui. Ce qu'il faut, c'est pouvoir rembourser avec la valeur que vous allez créer. Cette notion, en fin de compte, de donner de la valeur à son entreprise, elle est et la valeur, elle est créée par le travail, rien d'autre. Hein, donc il n'y a de richesse que le travail et toute la richesse que vous pouvez créer, c'est par votre travail. Voilà. Donc, ok. Oh là là, 147 questions, les amis. Et on est là encore jusqu'à ce soir. Hein. La situation de nous jeunes, surtout en 7 ans, est relativement différente pour notre futur. Alors moi je pense pas. Alors c'est toujours pareil. Ouais. Vous savez, quand on est jeune moi quand j'avais votre âge, un mec de mon âge, c'était un vieux con. Aujourd'hui, je suis du côté des vieux cons. Et puis c'est toujours plus dur de voir l'avenir que le passé. Donc on a toujours peur de l'avenir parce qu'il n'existe pas encore. Il est à construire. Mais voilà, c'est tout. Ce qu'il faut, c'est plonger dedans. C'est toujours plus facile de regarder en arrière parce que c'est réalisé. Donc on fait qu'un constat. Donc faut pas avoir peur de l'avenir. Il sera différent d'une autre. Votre avenir sera différent de notre avenir, mais il sera le vôtre. Et il sera surtout ce que vous en ferez et ce que vous construirez. Donc, il faut juste plonger dedans. Hein. Oui, tout à fait. Ouais, j'ai envie de dire, croyez en vous et croyez en vos rêves. C'est ça qui va vous guider pour aller sur votre chemin. Puis écoutez-vous surtout. Ok. J'espère qu'on se verra l'année prochaine. Il y a quand même dans ces messages hors de propos, quelques questions qui sont quand même intéressantes à relayer, notamment en fin de compte ce retour, et on l'évoquait tout à l'heure, hein, tous dans vos entreprises, cette notion
d'apprentissage. François, tu l'évoquais tout à l'heure, Sébastien aussi. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus, sur lequel, en fin de compte, il y a un intérêt grandissant sur recevoir des apprentis au sein de nos entreprises. Oui, je pense de la même façon qu'il a fallu, je disais dans notre pays, apprendre à développer l'apprentissage, c'est des deux côtés. Dans les entreprises aussi, il faut apprendre à accepter des apprentis, et tout le monde n'est pas au même degré, on va dire, de mise en œuvre. Effectivement, il faut accepter de s'occuper du jeune qui va venir et tout. Et donc, dans son organisation, comme tu disais tout à l'heure, ça peut parfois être un peu compliqué, mais ça l'est pas quand on considère que c'est effectivement c'est un acte de formation. C'est pas un opérant immédiat. Mais je pense qu'il y a de plus en plus d'entreprises, au contraire, qui recrutent des apprentis. Il y a de plus en plus d'entreprises qui se rendent compte que c'est quelque chose d'intéressant. Et ça continuera à se développer. Maintenant, tout le monde n'y est pas encore. C'est parfois difficile de trouver effectivement des contrats d'apprentissage, mais il y en a quand même de plus en plus. C'est quand même une réalité. On est sur une dynamique ascendante sur le sujet, oui, tout à fait. Tu souhaites compléter peut-être, Sébastien, Claire? Non, sur... Non, je l'ai déjà dit, l'entreprise doit ouvrir ses portes au contrat d'apprentissage, ça c'est clair. Moi, pour ma part, j'ai une contrat pro en RH, elle est en Master 2. Ça fait 2 ans, j'ai un contrat pro en marketing, j'ai un contrat pro en exploitation, gestion logistique. Voilà, on doit créer notre vivier aussi en tant que chef d'entreprise, voilà, pour pouvoir. Il y a des départs à la retraite, il y a un petit peu de turnover dans les entreprises, donc il ne faut pas qu'on soit non plus démunis justement du savoir-faire de l'entreprise qui se crée dans l'entreprise. Voilà, donc et le contrat d'apprentissage, moi je suis à 150% pour, quoi. Ouais. J'ai accompagné pendant une quinzaine d'années des jeunes justement qui étaient en formation en apprentissage. En termes de savoir-être, le fait d'être tous les jours, ou en tout cas une partie de leur temps dans les entreprises, ils vont, au-delà des connaissances, du savoir et du savoir-faire, développer une adaptabilité, un véritable savoir-être. La ponctualité, le respect, c'est la base pour travailler en entreprise. Et ils vont du coup avoir une employabilité plus forte aussi, et souvent ils sont recrutés par les entreprises dans lesquelles ils ont fait leurs apprentissages. Donc c'est vrai que c'est pas évident de trouver un contrat d'apprentissage, mais à tous les niveaux d'études, c'est vraiment une voie d'excellence pour intégrer les entreprises et devenir aussi compétent. L'apprentissage, c'est dans mon métier, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est tout au long de la vie. Donc clairement. C'est pas, mais il y a un prérequis initial qui est le diplôme pour accéder à ce métier, mais après l'apprentissage, c'est tout au long de sa vie. Alors pour répondre à la question, que fait le présentateur comme métier? C'est pas son métier, présentateur, donc soyez indulgents. Merci. Non, moi je représente l'association Printemps de l'entreprise, qui a le plaisir d'organiser ce type de rencontres chaque printemps et chaque mois de mars chaque année. Donc qui a le plaisir de convier et d'échanger avec ces professionnels. Pour la petite histoire, et j'en profite, ces temps de rencontre ne seraient pas possibles si nos cadres représentants ici ce matin, mais aussi près d'une centaine de professionnels ne jouaient pas le jeu, c'est-à-dire que l'événement Printemps de l'entreprise ne pourrait pas s'organiser chaque année si nos professionnels, nos dirigeants, nos salariés d'entreprise ne donnaient pas leur accord, ne prenaient pas de leur temps pour venir à votre rencontre. Et c'est des moments qui sont essentiels, importants. Donc voilà, je ne suis que l'humble organisateur de ces rencontres. En tout cas, merci à tous ces professionnels qui prennent de leur temps. Bienveillance est-il synonyme de naïveté? C'est tout sauf ça, à mon avis. Ne croyez pas que la bienveillance, c'est effectivement passer sur tout. Et la bienveillance, c'est le droit à l'erreur, c'est le droit effectivement à reconnaître qu'on peut se tromper, qu'on peut avancer. Mais juste derrière, c'est le droit c'est aussi faire comprendre que oui, le droit à l'erreur c'est une chose, mais le coup d'après on la répète pas. Et donc c'est l'exigence que
tu as fait une erreur, mais tu apprends qu'il ne faut pas faire, et donc tu ne recommences pas. Parce qu'après, au bout du compte, ce que je disais tout à l'heure, sinon on se met hors jeu. Le savoir-être n'est plus bon. C'est-à-dire que si finalement on ne comprend pas que votre patron ou quelqu'un d'autre, ou votre collègue qui a été bienveillant avec vous parce qu'il a accepté votre erreur, il ne va pas l'accepter 3 fois, 4 fois de suite, parce que vous allez mettre l'équipe en difficulté. Donc c'est tout sauf de la naïveté. Mais c'est nécessaire pour progresser. Il faut accepter l'erreur, il faut accepter. Et ce qu'on reconnaît après, c'est celui qui effectivement corrige son erreur et derrière fait l'effort de pas refaire pareil. Je m'arrête sur ce petit retour qui fait plaisir. C'est l'essence même des rencontres que l'on organise. Et c'est vraiment le message que l'on souhaite vous faire passer. Donc merci pour ce partage. Hop, allez, on va passer. Sachez que vous pouvez supprimer vos commentaires. Hein. Voilà, ceux qui ont quelques regrets. Hop. Ouais, bon, ça devient de plus en plus. Hop. Alors, on va peut-être passer sur des choses. Vous allez bien? Non. Autant pour moi. Bon. Alors, quel est le métier le plus compliqué entre ceux qui ont été présentés pendant la conférence? Bon. C'est l'avocat certainement, hein, parce que là, faut savoir. Hein, donc. Non, je ne pense pas que ce soit l'avocat, c'est pas ça du tout. Je ne crois pas qu'il n'y a pas de métier plus compliqué qu'un autre. Il y a le métier qu'on aime faire, qu'on veut faire. Je rebondis sur le propos tout à l'heure, sur le fait de changer sa voix. Moi, j'ai des collègues. Là, je vous l'ai dit, j'ai la chance, depuis 36 ans maintenant, que je fais ce métier, un peu plus même. Fiche, toi, ça passe. Donc, je fais ce métier, c'est, comment dire, de ne pas faire la même chose, de l'exercer différemment. Je connais des collègues dans mon cabinet qui ont complètement changé de voie. Il y en a qui sont devenus instituteurs, d'autres professeurs, d'autres qui sont devenus commerçants après avoir été avocats. C'est simplement un choix. Vous avez une vie professionnelle qui aujourd'hui s'allonge. Hein, donc, qu'en sera-t-il pour vous? J'en sais rien. Mais clairement, il faut prendre le moment comme il vient. Et puis, faire ce dont on a envie. Cette notion de salaire, on parlait de richesse tout à l'heure. Cette question de salaire lors d'un entretien, est-ce que du coup on a une ou deux pistes à donner à nos spectateurs? Oui, c'est important, c'est un sujet qu'il faut parler parce que de toute façon, quand même, on va au travail pour gagner sa vie, hein, avant toute chose, il ne faut quand même pas l'oublier. La situation idéale, c'est quand on le fait avec passion et qu'on a trouvé, mais ce n'est pas malheureusement le cas effectivement de tout le monde. Donc il faut savoir se vendre aussi, il faut savoir aussi parler des conditions matérielles de votre engagement. Une entreprise, effectivement, elle achète une compétence, elle achète un savoir-être, elle doit le rémunérer parce que ce savoir-être, cette compétence va créer de la richesse pour l'entreprise, donc pour l'ensemble. Donc il faut en parler, c'est pas la partie toujours la plus facile, surtout quand on est jeune, parce qu'on n'a pas finalement de repère de combien on vaut et de ce que ça vaut sur le marché. Donc au début, c'est sans doute on se laisse un peu, c'est l'employeur qui va vous dire ce qu'il veut. Mais très rapidement, vous comprendrez qu'il faut aussi savoir en parler de façon assez sereine. Et un employeur, il en parle sereinement, c'est pas un problème pour lui. Hein. Le salaire, il sait ce que c'est, et il sait ce que c'est qu'en parler. Hein. Des compléments sur le sujet? Non? Satisfait de votre orientation professionnelle? On peut le dire. Mais non, on ne s'interdit pas d'évoluer encore et de changer de métier encore à l'avenir. Claire. Oui, je crois que dans une carrière professionnelle, on va exercer différents métiers. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui où on parle de modes de travail un petit peu différents. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des slashers, hein, de ceux qui peuvent avoir sur une partie de leur temps de travail une activité par exemple salariée et puis vont avoir une activité par exemple d'indépendant sur le reste du temps. Donc aujourd'hui les façons de travailler, elles sont en train d'évoluer et je crois qu'on peut choisir une voie à un moment donné et puis tout au long de notre vie on va apprendre et puis on va pouvoir prendre des directions un petit peu différentes et
je crois que c'est fini l'époque où on rentrait dans une entreprise et puis on y restait toute une carrière et toute une vie professionnelle. La vie professionnelle, elle s'est allongée en effet. Et puis c'est important de se former et tout au long de sa vie, de pouvoir évoluer en fonction de sa personnalité. Donc il n'y a pas de métier plus difficile qu'un autre. Je crois qu'ils ont tous leurs difficultés et ils vont tous nous chercher dans notre capacité à apprendre, notre capacité à nous adapter aux situations. Dernière question et puis on va pouvoir conclure. Le fait d'avoir fait plusieurs métiers, le salaire doit être pénalisant ou moins stable? Moi, j'ai fait quelques métiers. Effectivement, ma rémunération a toujours évolué, mais elle peut évoluer à la hausse, à la baisse. Ça dépend de vos choix. Quand j'ai monté mon entreprise, j'ai baissé largement ma rémunération parce que je suis parti à l'aventure. J'étais cadre dans un grand groupe. Je gagnais bien ma vie, mais ce que je voulais faire plus tard ne me convenait plus. Et j'ai fait à un moment donné, j'ai pris un risque. J'ai mis aussi, je l'ai fait aussi à un moment où je pouvais le faire, où je n'aurais pas pu le faire plus tôt, peut-être pas plus tard. Je l'ai fait à un moment donné, j'ai pris un risque. Et puis après, derrière, ça a réévolué avec l'évolution de mon activité. Mais oui, quand vous faites différents métiers, mais le fait quand même de faire différents métiers, en général, quand vous le faites, vous changez, vous progressez. Vous progressez parce que vous progressez dans votre envie, vous progressez dans votre capacité à bien faire. Et donc le but, c'est quand même, en général, de progresser. Mais il y en a d'autres aussi qui changent totalement d'orientation et qui font des fois basta avec les conditions matérielles parce qu'ils vont trouver leur passion ailleurs. Bon, écoutez, merci. On va pouvoir conclure cette belle matinée. Je tenais à remercier vivement nos invités du jour. Des messages forts ont été passés ce matin, qui n'ont pas toujours été compris, on l'a vu, mais avec le recul, je pense que vous y réfléchirez et c'est des messages qui passeront. En tout cas, merci beaucoup à vous pour ce temps d'échange, le temps que vous avez pris pour venir parler de votre expérience, de votre parcours et de votre vision du savoir-être. Merci beaucoup, belle journée à vous et j'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà, merci, au revoir.